Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Ce que parler veut dire. Aujourd'hui, nous traiterons du moment du débat. Au fond, le précédent podcast était destiné à nous rappeler une évidence à laquelle nous ne prêtons plus attention tant elle s'impose. Le signe a une signification et ce serait donc désormais le moment de le rappeler. Oui, c'est le moment de rappeler parce que, ne serait-ce que parce que le mot moment renvoie à la fois à un instant qui durerait et au mouvement d'une évolution tout au long de cette durée. En constatant à cette occasion que cette évolution, aujourd'hui, est catastrophique, au sens propre du terme, à savoir que les formes et la force qui les forme changent et pour ce qui nous concerne plus précisément ici, que la figuration et sa représentation évoluent. Une crise ? Oui, si on se souvient que le mot crise signifie une absence de repère et de jugement. Nous pourrions dire, avec un néologisme, un accredo avec un A privatif, qui nous impose une recréation de ces repères ou une nouvelle renaissance. C'est-à-dire à la fois une perte de repères dans l'espace qui contribue à bouleverser notre manière de concevoir ces repères, une autre dans notre façon de les percevoir et enfin une dernière dans notre manière de recréer les conditions de la mise en œuvre de notre intelligence. En l'occurrence, la langue française est un atout parce qu'elle nous propose des expressions pour expliciter cette crise que d'autres langues ne proposent pas. Elle est par exemple la seule langue au monde proposant de dénommer et de distinguer la mondialisation et la globalisation. Elle nomme en ce sens deux phénomènes homologues mais néanmoins très différents. Avec le premier terme, elle nomme une mondialisation qui renvoie, comme son nom l'indique, à la fois à un monde qui nous interroge et à la diversité des façons des mondes culturels de l'approcher. Elle nomme en conséquence un phénomène contemporain qui se conçoit. Voire elle suggère ainsi qu'il est possible de concevoir une altermondialisation. Avec le second, elle nomme, comme les langues nord-européennes, une globalisation qui renvoie cette fois, comme son nom l'indique, au globe. Le globe envisagé aussi bien comme un globe terrestre qui nous réunit physiquement que comme un globe oculaire qui nous permet de l'ausculter. Elle renvoie de ce second point de vue à deux objets physiques et sensibles et nomme en conséquence non pas un phénomène qui se conçoit, mais un phénomène contemporain qui se perçoit et qui exclut par définition toute alterglobalisation. Enfin, la langue française nomme aussi l'intelligence artificielle et non pas une artificial intelligence, ce qui paraît anodin, mais ne l'est pas, puisque dans son énoncé, la langue française pose l'intelligence avant l'artifice, de même qu'elle pose habituellement en principe la substance avant l'accident, donc l'être avant l'existant, le sujet avant le qualificatif, à la différence de la langue anglaise qui, en nommant une artificial intelligence, nomme d'abord l'artifice avant l'intelligence, parce que selon elle, perception is reality. En d'autres termes, nous sommes dans une recherche de l'universalité politique et culturelle qui nous contraint à dépasser nos frontières, nos paradigmes, nos systèmes d'information respectifs, mais dans le même temps, nous sommes conduits à accepter une uniformité de ces procédures et des process de toutes sortes en raison de la mise en œuvre d'une intelligence artificielle qui nous impose de sacrifier notre musée imaginaire et donc nos signes sur l'autel d'une collecte algorithmique de données privilégiant le dataïsme des données au détriment de la poésie et de l'art de poser nos signes. Ce n'est pas une catastrophe. Si, ce qui ne signifie pas que ce soit un désastre. Mais le triple phénomène auquel renvoie la langue française est disruptif de plusieurs points de vue, et plus particulièrement parce qu'il contribue à bouleverser la figuration présidant notre représentation. L'image telle qu'elle est animée aujourd'hui, à l'instar du dessin animé, comme le médium et les médias contemporains qui rendent possible cette animation, bouleverse nos habitudes quant à notre façon d'envisager le signe, sa signification et son enseignement. Mais le dessin animé est-il si important ? Au-delà de la bande dessinée, qui n'est d'ailleurs pas animée, c'est l'image contemporaine qui est désormais animée. Et son animation impose de rappeler ici, d'abord, qu'elle est à la fois récente, elle a à peu près un siècle, et disruptive, voire qu'elle date et marque une rupture anthropologique puisque, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'image significative proposée par l'homme, jusqu'alors fixe, hors la danse rituelle des sociétés traditionnelles, cette image qui était jusqu'alors fixe est désormais en mouvement. Nos mots d'aujourd'hui, d'ailleurs, sont à cet égard révélateurs, et de même que les Anglais nomment légitimement en ce sens le film « a movie », to move, les Français, avec le mot cinéma, proposent pour leur part, hors l'initiale C qui rappelle la cinétique, avec le mot cinéma, une anagramme de l'animé. Le langage qui fut longtemps gestuel, puis dessiné par l'homme, l'art pariétal en témoigne, et qui a connu
un bouleversement primordial à l'opportunité du grand bond rural de l'humanité, puis un second, quand le graphe et le trait de la lettre ont permis son alphabétisation, fait en ce sens aujourd'hui l'objet d'une représentation renouvelée avec une image animée dont le mouvement participe forcément à la signification. En d'autres termes, à la théorie théâtrale des Grecs, entendue comme un cortège d'acteurs masqués sur la scène de l'Odéon, faisant la part belle à la parole d'Échille et de Sophocle, est supposé proposer un prétexte à la méditation et à l'entendement de ceux qui l'écoutaient, c'est donc désormais ainsi progressivement substitué une représentation spectaculaire, et non plus théâtrale. Ce qui explique d'ailleurs l'évolution de la signification du mot français représentation, puisque le mot, jusqu'alors associé à l'effort d'expression de sa figuration par l'humain, renvoie en ce sens désormais le plus souvent à une représentation proposée non pas par l'homme, mais à l'homme. Dite à nouveau autrement, l'animation de l'image trouble, sinon perturbe donc doublement nos repères dans notre manière d'emmagasiner notre savoir et de le transmettre. D'une part, elle nous conduit à occulter le signe latin, donc un repère figé, en perturbant notre élégance dans notre façon de nous exprimer et dans celle d'articuler un raisonnement linéaire et littéraire. Mais aussi, et ce n'est pas anodin, elle nous suggère aussi de substituer une production artificielle industrialisée au musée imaginaire personnel qui est le propre de chacun de nous. Le mot artificiel renvoie-t-il donc à l'intelligence? Il renvoie d'abord à l'artifice, et d'évidence, qui est à l'origine de l'animation de l'image, ou si l'on préfère, à l'extension de notre expression, et aux moyens qui le permet. C'est à Marshall McLuhan que nous devons d'avoir identifié et nommé ce moyen contemporain en nommant le médium, et en désignant ainsi à la fois un moyen artificiel d'extension de l'expression humaine, artificiel parce qu'à la différence de la main ou de la voix par exemple, il permet d'amplifier et modifier l'expression humaine, et comme un support ou une infrastructure du signe et de la signification que celui-ci porte, de sorte que, selon son expression, c'est le médium qui est le message. Message is message. La représentation, dont nous avons parlé précédemment, la représentation aujourd'hui n'est donc plus seulement spectaculaire, mais médiatisée, sinon multimédiatisée, donc artificielle et globale surtout parce que plusieurs médias ensemble et simultanément saisissent nos différents sens et troublent donc cette fois notre perception. L'impact simultané audio et visuel, outre qu'il est mouvementé, et que son mouvement ne se prête pas à une analyse détaillée, c'est par exemple le cas des pixels qui ne nous sont pas perceptibles ou de messages subliminaux, a pour conséquence de nous imposer une image visuelle et une image acoustique coordonnées à la fois, dont la coordination et la simultanéité échappent à notre analyse. La globalisation de la perception, imposée par ce double impact, a en ce sens une conséquence majeure puisque, outre le mouvement et l'animation de l'image, qu'elle soit acoustique ou visuelle, ou les deux à la fois, la simultanéité consécutive à cette globalisation de la perception contribue à un amoindrissement de notre capacité d'analyse de la réalité. D'où une réalité virtuelle. Oui, d'où surtout le risque d'une confusion de nos repères et un conflit entre deux conceptions de la représentation puisque la médiatisation artificielle propose une réalité à l'opposé du double enseignement dont nous avons hérité de la tradition. D'une part, la représentation renvoyée jusqu'à maintenant à l'effort de percer, pour reprendre l'image mythologique, et donc à l'effort de percer, de réfléchir l'image de Méduse sous peine d'être pétrifiée par son regard, au moyen du bouclier que lui avait offert, évidemment, Athéna. Sa figuration était en ce sens conditionnée par cette faculté de réflexion d'une image qui échappait à sa sensibilité, à laquelle il donnait ainsi, en exprimant, une forme par définition sensible et accessible. D'autre part, cet effort de représentation renvoyait, comme le soulignaient les surréalistes, à l'obscurité puisqu'il supposait de renoncer à la sensibilité pour permettre une représentation plus sûre de la réalité à l'image du singe fermant ses yeux, ses oreilles et sa bouche pour mieux se détacher de la sensation de l'objet, par définition observable, et de l'illusion que celle-ci suggère, au fin d'envisager plus sûrement la réalité. À l'inverse, la représentation artificielle que le médium propose désormais met la lumière à l'ordre du jour. À l'objet qui se projette par opposition à l'obscur qui se scrute, elle propose désormais un objet qui s'observe et obsède, sans autre forme de procès. Le médium, longtemps associé à l'obscur, donc supposé en ce sens être au milieu de deux réalités, est devenu en ce sens l'artifice technique et technologique maîtrisé par l'homme en mesure de proposer une image globale et spectaculaire de la réalité, au risque, évidemment, et cependant, à la différence du médounétaire égyptien, donc de son hiéroglyphe, de sacrifier
la méditation au profit de la seule observation et l'imaginaire personnel à la représentation imposée par la médiatisation. C'est un signe de la nécessité d'en revenir aux signes? En tous les cas, c'est le moment de se remémorer la manière dont les hommes signifiaient traditionnellement leurs pensées et leurs sentiments, et la façon qu'ils ont progressivement élaboré de les exprimer pour mieux protéger leur discernement dans la façon de s'informer aujourd'hui avec la forme artificielle proposée par les médias. Ne serait-ce que parce que les commentaires relatifs à la réalité dite virtuelle imposent d'en revenir à un langage parlé et écrit et à des langues différentes, et suggèrent en ce sens de faire l'effort de comprendre la façon dont les signes signifient. En fait, il s'agit de comprendre ce que parler veut dire. Et c'est tout à fait ça, un point. Et sur quoi portera le prochain podcast? Eh bien, puisqu'il s'agit de comprendre ce que parler veut dire, il sera temps d'en revenir à la signification du signe. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.